Est-ce que nous sommes en train de remplacer les Français blancs, de les coloniser? Quand je dis nous, je parle des personnes racisées, des personnes noires, des personnes issues de l'immigration qui vivent en France. Est-ce que nous sommes en train de coloniser la France? J'ai beaucoup de choses que j'ai envie de déconstruire, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, je suis Sumboy, vous me connaissez peut-être pour mes activités sur la chaîne Histoire Crépue. Je travaille sur l'histoire coloniale française depuis plusieurs années maintenant. Pourquoi l'histoire coloniale française? Parce que c'est mon histoire, c'est une histoire complexe, crépue, qui explique ma présence dans le monde aujourd'hui. Et donc, c'est pas une histoire que je vois sur un point moral, vous allez le voir dans cette vidéo, mais c'est une histoire dont j'hérite politiquement et qui explique le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et c'est ça qui m'intéresse, et ça nous permet aussi de lire l'actualité et les débats d'actualité qui nous chafouinent, qui nous agitent en permanence. Je fais cette vidéo le matin, je me suis réveillé, j'avais une idée, j'avais envie de parler. Je ne suis pas sûr de tout ce que je vais dire. Là, je vais vraiment vous parler à cœur ouvert sur des idées que j'ai aujourd'hui, en mai 2025, mais potentiellement ma pensée va évoluer dans le temps. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ce que je dis, ça va me permettre moi-même de réfléchir et de peut-être faire évoluer les choses. L'idée de grand remplacement, elle se base sur une idée de contre-colonisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Français seraient colonisés par des étrangers, principalement des personnes qui viennent du Maghreb et d'Afrique. Les Français qui croient dans cette idée de grand remplacement vont se considérer comme des victimes du colonialisme. Or, et c'est ça qui est assez surprenant, la France est l'une des plus grandes puissances coloniales de l'histoire et du présent. Donc comment expliquer que des gens qui vivent dans une métropole coloniale pensent être victimes de colonisation, alors même que la métropole coloniale en question n'a pas cessé ses activités coloniales. On a toujours la Kanaki, on est toujours en train de coloniser concrètement, mais les gens arrivent à se projeter dans un monde complètement fictif dans lequel ils seraient victimes de colonisation. Et je pense que ça joue beaucoup sur un élément de mauvaise compréhension de ce que c'est que la colonisation et comment elle fonctionne. En gros, dans l'idée de ces gens-là, il y a des colonisés et des colonisateurs qui sont des gentils et des méchants. C'est comme ça qu'ils imaginent que les colonisés voient le monde. Et donc, avec cette vision morale, ils pensent être du côté des méchants et donc être les colonisateurs. Et ils veulent essayer de casser et de renverser ce rapport moral en se positionnant comme les victimes et donc comme les colonisés eux aussi, pour pouvoir inverser cette charge morale qui leur pèse en fait énormément, puisqu'ils ont un sentiment de culpabilité. Or, ils ne comprennent pas qu'en réalité, la colonisation ne fonctionne pas de manière morale, n'est pas quelque chose de moral. La colonisation, elle produit deux statuts, le statut de colonisateur et colonisé, et dans ces statuts, il y a tout un spectre de positionnement. Les colonisateurs peuvent soit embrasser totalement leur statut et opprimer les colonisés, mais ils peuvent aussi essayer de fragiliser la structure générale de la colonisation pour que les colonisés puissent s'émanciper. Vous voyez, ils ont plusieurs possibilités d'action, mais ils ont toujours le statut dominant de colonisateur. Et pareil chez les colonisés, il y en a qui peuvent résister de toute leur force, quitte à mettre leur santé et leur vie en danger contre cette colonisation, et d'autres qui peuvent collaborer à plusieurs endroits avec la colonisation pour pouvoir exister dans ce système, quitte à le faire perdurer, ou pour essayer de le casser de l'intérieur. Il y a tout un spectre aussi de positions. C'est de ça que parle très bien le livre de Albert Memmi, Portrait du colonisé, portrait du colonisateur. Et donc ça, c'est ultra important à comprendre. La colonisation, c'est vraiment la possibilité, le pouvoir de fixer ces statuts aux gens. Ensuite, les gens, ils se débrouillent comme ils veulent dans la manière dont ils vont traiter ces statuts, mais la puissance colonisatrice, c'est la puissance qui a le pouvoir de fixer le statut de colon et le statut de colonisateur. Et donc, toutes les vagues de migration qu'on peut voir en France, ce ne sont pas des colons qui arrivent coloniser la France, nous restons des colonisés dans le cadre d'un système colonial français, occidental, européen, et dans ce cadre, nous sommes des colonisés qui sommes sur ce spectre dans la collaboration avec l'Occident. Donc c'est très différent. Je ne sais pas si vous comprenez la différence. C'est-à-dire que dans l'imaginaire grand remplacement, nous sommes des colons qui venons opprimer les colonisés, les autochtones français. Dans la réalité, selon moi, les autochtones français sont toujours les colons. Nous, les personnes qui naviguons entre les anciennes colonies et l'ancienne métropole, nous sommes des colonisés, mais qui sommes dans une forme de collaboration avec la métropole. Nous sommes les colonisés, ou les anciens colonisés, les plus proches de la métropole. Et donc ça change complètement le rapport. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on a du mal à se positionner sur le plan de la morale aussi, parce que concrètement, nous sommes les collaborateurs de la colonisation, entre guillemets. Et ça se voit notamment avec les secondes générations,
de personnes racisées qui sont nées en France dans la métropole coloniale et qui retournent au pays et qui vont en fait défendre l'impérialisme occidental même s'ils ne se rendent pas compte dans leur pays d'origine. Les projets de retour de la diaspora, etc., qui sont souvent parrainés par les puissances occidentales et qui vont permettre notamment pour le cas de la France d'envoyer des personnes qui restent des citoyens et citoyennes françaises dans le pays d'origine avec cette idée d'aller développer, d'aller apporter leurs connaissances, retourner au pays, mais en gardant ce statut. C'est ça le plus important. C'est-à-dire que tu peux retourner comme tu veux, mais à partir du moment où tu as le statut de français, tu es la prolongation de la colonisation française, même en étant racisé et donc en étant colonisé de l'intérieur. Je sais pas si vous comprenez. Et donc pour comprendre ce truc-là, il faut se rendre compte que la colonisation a toujours fonctionné avec ce spectre, malgré les statuts qui sont imposés par le pouvoir colonial. À l'intérieur de ces statuts, vous pouvez avoir des colonisés qui sont plus efficaces pour faire fonctionner la colonisation que des colonisateurs. C'est-à-dire que, au-delà des statuts, à quoi les gens dédient leur énergie politique, c'est autre chose. Et nous, les personnes racisées de métropole, nous sommes justement ces colonisés de l'intérieur, mais qui sommes les plus proches des colonisateurs en réalité. Et du coup, nous présenter comme des colons, c'est mal comprendre le rapport de force réel qui est en train de se passer. Et j'ajoute ça pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de métropole coloniale qui nous donne un statut qui nous permettrait d'opprimer des indigènes ou des autochtones français blancs qui auraient un statut inférieur. Aujourd'hui, aucun État dans le monde ne peut imposer à la France ou à quelque pays que ce soit des mesures discriminatoires à l'encontre de la population blanche. Notamment pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de projet d'exploitation de la population blanche. C'est-à-dire qu'il y a un projet d'exploitation de toutes les populations dans le cadre de la classe sociale, ça c'est évident. Mais il n'y a pas de projet d'exploitation raciale des blancs. Ce qui a permis la colonisation telle qu'on la connaît aujourd'hui, avec cette dimension raciale dans le contexte colonial européen, c'est le fait que des personnes qui se sont autoproclamées blanches, mais qui en réalité ne sont pas blanches. En réalité, vous avez des Italiens, des Français, même parmi les Français, il y a des Bretons, des Auvergnats, des Basques. La blanchité, elle ne sert qu'à un endroit, c'est dans le fait de s'allier sur un critère racial pour exploiter des territoires qui sont au-delà de l'Europe et des peuples qui ne sont pas européens. Donc la blanchité, c'est une alliance politique, économique, stratégique pour permettre à cet ensemble européen de coloniser et d'exploiter le reste du monde. C'est le seul objectif de la blanchité. Et c'est dans ce sens-là que la blanchité se construit et qu'elle va poser un regard pseudo-scientifique sur le reste de l'humanité, regard qui va lui permettre de déterminer les autres groupes raciaux. Et donc par exemple, l'identité et la catégorie noire est une catégorie qui est projetée par les scientifiques blancs dans le projet d'exploitation coloniale du monde sur des populations africaines qui ont des couleurs de peau en réalité très différentes et qui, comme les blancs, sont des gens en fait qui sont extrêmement diversifiés. Il n'y a pas d'unité noire puisque ce sont des peuples qui ont des cultures différentes, des langues différentes, etc., etc. Ce qui explique qu'il n'y a pas de projet de domination noir, c'est-à-dire que le même système ne fonctionne pas à l'inverse. Les Noirs ne se sont pas alliés dans un projet d'exploitation coloniale du monde qui passerait par la domination des autres peuples non africains. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ce qu'on appelle la blanchité et le suprématisme blanc, ça a une histoire, ça produit du racisme et de la colonisation. Et donc c'est grâce à cette alliance et à cette histoire de construction de la blanchité que les blancs réussissent à mettre en place des processus coloniaux au sens où on les entend aujourd'hui. Des processus qui sont plus que des processus impériaux. Le processus impérial, ça va être effectivement un empire qui s'étend et qui va absorber les autres territoires autour de lui. Mais la différence avec ce qu'on appelle aujourd'hui la colonisation, j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet, c'est vraiment un truc un petit peu plus différent, où il y a des empires coloniaux qui vont déterminer réellement des statuts qui ne changent pas entre la métropole et la colonie, qui sont des statuts de domination fixes, basés sur un critère racial. Quand vous prenez un empire comme l'Empire romain, il va s'étendre, mais il n'y a pas de critère racial. Il y a des critères de citoyenneté, de langue, parfois ça peut être de religion, dans les empires arabes par exemple, qui vont permettre des dominations du reste des populations. Mais du coup,
dans tous ces critères, il y a une possibilité d'assimilation. Vous comprenez, dans la majorité des empires, il y a la possibilité pour les gens qui deviennent des sujets de l'empire, des gens qui sont envahis, peuvent s'assimiler sur un certain nombre de générations. 2, 3, 4 générations. Quand vous changez pas de religion, c'est compliqué. Par exemple, dans le cadre des empires ottomans, califats au Moyen-Orient, les populations juives ou chrétiennes ne se sont pas forcément assimilées parce que elles ont gardé leur religion. Et je dis juive et chrétienne, mais après il y a plein d'autres religions, même d'autres variantes de l'islam qui sont plus ou moins assimilées, et c'est pareil dans les empires, je veux dire catholiques entre guillemets. En fait, à chaque fois, les protestants ne se sont pas assimilés alors qu'ils sont blancs aussi. Mais disons que le critère d'assimilation est modifiable, c'est-à-dire qu'en tant que protestant, tu peux devenir à un moment catholique si tu changes, si tu te convertis. Or, dans les empires coloniaux européens qui sont basés sur l'exploitation du monde à l'extérieur de l'Europe, avec cette dimension raciale, il n'y a pas de possibilité de s'assimiler, puisqu'il y a une différence raciale qui va complètement figer les positions de domination, et qui permet donc à cette blanchité de se maintenir en pouvoir jusqu'à aujourd'hui. Le système de la blanchité qui a été mis en place au moment de la création des instances internationales qui à l'époque étaient des empires coloniaux, c'est-à-dire qu'à l'époque, dans l'ancêtre des Nations Unies, la Société des Nations, vous avez l'empire colonial français, l'empire colonial anglais, vous avez les États-Unis, enfin bref, vous avez des puissances coloniales qui fonctionnent sur la suprématie blanche et le racisme. Ce sont elles qui construisent l'architecture du monde et de l'internationalisme qu'on connaît aujourd'hui, qui permet, même aujourd'hui, une fois les indépendances passées, que les anciennes colonies n'ont pas de pouvoir dans ces instances internationales, et que donc le système basé sur la suprématie blanche pour l'exploitation du reste du monde au bénéfice de l'Europe et de la blanchité n'est pas perturbé. Ça, vous avez bien compris. Maintenant, face à ce système, il n'y a pas de système de colonisation qui viserait à exploiter l'Europe et exploiter les Blancs. Ça ne va que dans un sens. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et donc, il n'y a pas de projet de colonisation de l'Europe. Ce qu'on vit, ce sont plutôt des conséquences du néocolonialisme et du colonialisme européen, qui restent avec les Blancs à la tête, mais qui produit des colonisés qui veulent se rapprocher des métropoles. Et ça, c'est très différent. Je ne sais pas si mon explication était claire, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas avec cette vision des choses, mais de mon point de vue, il ne s'agit pas de contre-colons ou de nouveaux colons ou de gens qui auraient le pouvoir de coloniser l'Europe ou la France ou quoi que ce soit, mais il s'agit justement de ces colonisés qui veulent se rapprocher du cœur de la matrice coloniale, du cœur du pouvoir colonial. Et ça leur sert à plein d'endroits, ça leur sert à survivre dans ce système colonial, ça leur sert parfois, pour certains et certaines, à le faire perdurer. Donc il y a des gens qui viennent en France, par exemple, parce qu'ils aiment la France et qu'ils ont envie d'être dans ce système, qu'ils ont envie de le faire fonctionner, qu'ils ont envie de se naturaliser et ensuite de travailler, payer leurs impôts, etc. en France, enfin que le système continue. Il y en a d'autres qui viennent en France parce que c'est une manière d'échapper à leur statut de colonisé. S'ils arrivent à avoir les papiers, ils peuvent échapper à cette domination qui est organisée cette fois-ci à l'échelle internationale et qui permet que, avec un passeport aujourd'hui malien, tu voyages très difficilement. Pourquoi ? Pas parce que le Mali est un pays pourri, mais parce que le Mali est une ancienne colonie et qu'il n'a aucun pouvoir dans les instances internationales qui ont été figées et fabriquées par la suprématie blanche à l'époque coloniale. Et donc, dans ce système-là, il est nécessaire pour des personnes qui sont toujours dans ce statut de néocolonisés, soit de trouver une manière de devenir indépendant en créant des rapports de force internationaux, ce qui est quasiment impossible aujourd'hui, même si on l'a vu avec l'AES, donc l'Alliance des États du Sahel, qui commence à se former et qui essaye de faire un peu contrepoids à d'autres instances chapeautées par les Occidentaux. Mais concrètement, il n'y a pas encore de résonance ou de poids international suffisamment fort pour permettre d'échapper à ces mécanismes de domination néocoloniale. Donc l'autre solution que certaines personnes vont choisir, c'est d'aller vers cette métropole. Et donc là, on est vraiment dans ce spectre dont je vous parlais, des gens qui ont le statut de colonisés, mais qui se sont rapprochés de la métropole coloniale. Et ces gens qui vont produire des enfants nés dans la métropole, comme moi, qui avons en fait un pied dans les deux côtés. Nous sommes des colonisés de l'intérieur, mais en même temps, quand nous retournons dans nos pays d'origine, nous pouvons nous comporter comme des colonisateurs, puisque nous avons, nous, le statut de Français. Cette citoyenneté, cette nationalité, qui nous donne ce pouvoir colonial quand nous sommes à l'extérieur de l'Europe, mais qui, à l'intérieur de l'Europe, ne nous donne quand même pas les mêmes pouvoirs qu'une personne blanche. Et c'est là qu'on voit comment la suprématie blanche fonctionne, c'est qu'elle est, même si nous avons le même statut entre un citoyen français noir et un citoyen français blanc, dans la réalité du pouvoir et de l'organisation du pouvoir en France, les citoyens français blancs sont privilégiés. Ça ne veut pas dire que tous les blancs ont des super voitures, des super trucs, quoi que ce soit. Non, ils ont plein de problèmes aussi. Mais à comparaison entre une personne noire et une personne blanche au même endroit, la personne blanche va toujours être favorisée par le pouvoir politique blanc. Donc, il n'y a pas d'organisation systémique qui va à l'encontre
d'indigènes blancs. Et il n'y a même pas de statut dans lequel ils sont bloqués. J'essaie de comprendre quelle est la logique d'ultra-simplification qui permet aux Blancs aujourd'hui en France de s'imaginer comme étant des victimes de colonialisme. Et je me dis, la seule raison qui explique ceci, c'est leur mauvaise conscience. C'est-à-dire le fait qu'ils ne comprennent pas ce qu'est la colonisation, ils en ont peur, ils ne veulent pas le comprendre, mais dans leur tête, ils sont du côté des méchants, ils ne comprennent pas qu'on peut avoir le statut de colon et essayer de se battre contre la colonisation et le système colonial. Ça, c'est une possibilité qu'ils n'envisagent pas. Pourquoi ils ne l'envisagent pas? Parce qu'ils ne réfléchissent pas de manière politique, ils le réfléchissent de manière morale, et donc ils se sentent complètement écrasés par ce statut de colon. Et pour lutter contre ça, la solution qu'ils trouvent, c'est d'essayer de renverser le rapport de force morale, puisqu'ils sont persuadés qu'il s'agit d'un rapport de force morale alors que ce n'est pas le cas. Et donc pour renverser ce rapport de force morale, ils se positionnent en victime. Ils se positionnent en victime en disant « nous sommes les colonisés ». Or, concrètement, ils ne sont pas les colonisés, et concrètement, il n'y a rien de mal, entre guillemets, à assumer son statut de domination. Au contraire, plus on est lucide sur la position dans laquelle on est, plus on peut déployer les moyens politiques, économiques et techniques de lutter contre ce système de domination. Et le fait de nier cette position de domination en tant que citoyen blanc français, en fait, c'est simplement une manière de protéger le système. Et le système colonial a toujours fonctionné comme ça. Je prends l'exemple de la guerre d'Algérie. Il crée un contexte de violence totale dans lequel les indigènes musulmans, aujourd'hui on les appelle les Algériens, mais à l'époque ils n'avaient pas le statut d'Algériens, on les appelait les indigènes musulmans. Ils étaient réduits à ce statut d'indigénat et à leur religion, même s'ils n'étaient pas musulmans, ils faisaient partie de la case qu'on appelait indigènes musulmans, c'était un statut décidé par le pouvoir colonial. Face à eux, il y avait des citoyens français qui avaient le statut de colons, qui avaient tous les droits, toutes les possibilités. Les indigènes musulmans, dans leur lutte de libération, ont massacré des colons blancs. Les colons blancs ont massacré aussi des indigènes musulmans. Et aujourd'hui, dans la mémoire, vous allez avoir des personnes blanches qui vous disent « il y a eu des massacres des deux côtés ». Mais ça n'a rien à voir, c'est incomparable dans une situation où votre seule option politique est de massacrer des gens, puisque si vous essayez de passer par l'option légale, vous risquez d'être emprisonné ou tué. Ou alors vous pouvez fuir le pays, mais vu que vous n'avez pas de citoyenneté, vous n'avez aucun droit, aucun état pour vous défendre, bah vous allez juste vous retrouver apatride ou retourner dans une autre colonie, etc. Donc vous n'avez aucune option légale. La seule option qui reste, c'est la violence, la destruction du système d'oppression. Et en plus, la moindre insulte que vous ferez à un colon sera passible de prison, etc. La moindre pensée contre ce système est considérée comme du terrorisme. Et en face, vous avez des colons blancs qui ont carte blanche pour massacrer des indigènes. Ils peuvent en tuer, ils peuvent se moquer d'eux, ils peuvent les humilier, ils peuvent prendre leurs terres, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Jamais le système juridique colonial ne se retournera réellement contre eux. Et on a des centaines d'exemples, que ce soit en Algérie ou ailleurs, de colons qui tuent des gens, qui violent, qui volent, qui font tout ce qu'ils veulent, sans qu'il n'y ait de conséquences judiciaires au niveau de l'appareil d'État français et de l'appareil d'État colonial. Ça, il y a des exemples. On ouvre n'importe quel journal, si vous voulez, on pourra faire des sessions de lecture d'injustice coloniale, et c'est infini. Donc, dans ce système-là, vous ne pouvez pas dire « les deux côtés ont été horribles ». Non. Il y a un côté qui est dans une situation de domination totale et qui n'a pas d'autre option qu'une violence totale pour faire bouger les lignes, et vous avez un côté qui est protégé, encouragé, autorisé à la violence totale. Donc c'est un peu ça que je trouve assez fou dans la logique de la domination blanche, c'est qu'elle va essayer de faire correspondre des violences qui sont complètement déséquilibrées en fait. Et c'est pour ça que Frantz Fanon, dans ses livres, parlait de contre-violence légitime. Effectivement, la contre-violence est légitime, et on l'a vu de toute façon dans tous les systèmes, toutes les histoires coloniales. Il y a eu de la contre-violence, il y a eu de la résistance, de la guérilla, de la guerre, tout simplement. Et aucune armée coloniale n'a tenu. Toutes les armées coloniales ont fini par quitter le territoire, parce que c'était trop insoutenable moralement, économiquement, politiquement. Et la chose la plus simple à faire, c'était d'installer un système néocolonial qui est beaucoup moins coûteux en termes de ressources politiques, économiques et morales, et donc qui permet de maintenir un système de domination sans avoir tous les aspects négatifs extrêmement visibles et violents de la colonisation officielle. Et c'est pour ça qu'on parle de néocolonisation. Néocolonisation, ça veut pas dire qu'on est sorti de la colonisation, ça veut dire qu'on a pris une nouvelle forme de la colonisation. Le mot est très clair. Nous sommes toujours dans un système colonial, seulement il a changé de forme. Néocolonisation. C'est la colonisation 2.0, si vous voulez. Et donc c'est important de comprendre tout ça pour comprendre que la France
n'est pas actuellement colonisée par les étrangers. Et déjà, de toute façon, même le fait de dire les étrangers, c'est extrêmement flou, c'est extrêmement vague. Et ça nous rappelle une chose, ça nous rappelle justement toute la logique fasciste. Les fascismes européens se sont construits sur cette idée qu'ils étaient... c'est des théories du complot, en fait, qu'ils sont infiltrés de l'intérieur par des éléments... À l'époque, c'était les éléments juifs, des éléments bolcheviques, tous ces éléments-là qui viendraient de l'extérieur pour envahir et changer le fonctionnement ou le mode de vie ou la culture et la dignité du peuple présent. Ce type de pensée complotiste, d'une sorte d'entrisme politique, d'une force extérieure qui a des intérêts extérieurs, ça permet la montée du fascisme et en fait le renforcement de cette suprématie blanche, puisque comme elle se considère comme victime, elle se donne tous les droits de se défendre. Et la finalité du discours sur le grand remplacement, c'est de donner aux Blancs le droit de se défendre contre les gens qui infiltrent l'Occident et contre les colons. Et les colons sont qui ? Ce sont en fait les colonisés qui tentent de se rapprocher du statut de colon. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc là, vous comprenez qu'il n'y a plus de morale dans toute cette histoire. Puisque nous, les colonisés qui tentons de nous rapprocher du statut de colon, bah moralement, c'est pas ok. Si on se place dans une morale où il y a le méchant colon et le gentil colonisé, notre position, c'est une position de collaboration. D'où le fait que je termine en disant, c'est une situation plus complexe qu'il n'y paraît, plus crépue, et qu'il faut oser la regarder dans les yeux pour comprendre ce qui se joue réellement, puisqu'on voit que c'est toujours ces dynamiques qui activent encore aujourd'hui les intérêts, les enjeux politiques de la métropole. Les mêmes questions, les mêmes débats qui se passaient à l'époque de l'Empire colonial, où la blanchité française avait peur de se retrouver contre-colonisé par son empire. Et je termine en disant que les anticolonialistes dont l'histoire se souvient du nom sont des personnes qui étaient, dans leur position et dans leur parcours de vie, assez proches des colons. La majorité des anticolonialistes qui ont subi le statut de colonisé et qui ont essayer d'être totalement déconnecté ou de fuir le plus loin des colons dans le spectre de ce qui était possible de faire, c'est-à-dire les gens qui étaient radicalement contre la colonisation, qui n'ont pas été dans les écoles coloniales, qui n'ont pas appris les langues coloniales, n'ont pas eu d'impact politique transmis par la mémoire coloniale, puisque c'est la mémoire coloniale qui gagne. Voilà, leur action, en tout cas dans le contexte français, a eu très peu d'impact. Les personnes qui ont eu de l'impact concret sur le sabotage, la remise en question, la déconstruction de la colonisation, ce sont des gens qui ont le statut de colonisé, mais qui sont très proches des colons. Et donc, je termine avec ça parce que, pour moi, il faut aussi, pour nous les colonisés, sortir de cette vision morale qui dirait qu'elle est méchants colons et les gentils colonisés. Il faut se rendre compte que nous sommes nous-mêmes, en tout cas pour les colonisés de l'intérieur de la France, nous sommes nous-mêmes dans une position de collaboration totale, et dans cette position, il faut voir à quel endroit on peut trahir. Dans tous les cas, on trahit des deux côtés. Voilà, je vais dire ça comme ça. Il faut voir au service de quoi nous mettons notre traîtrise. Et ça, c'est très important, parce que dans notre position implique la traîtrise de tous les côtés. La France nous a appris ceci, mais on crache sur la France. On veut aider le pays, mais en fait, on paye nos impôts en France. Il y a de la traîtrise des deux côtés. Et la question, c'est au service de quel objectif politique tu mets ta position médiane, ta position d'entre-deux. Personnellement, je choisis de mettre mon pouvoir de traîtrise au service de la déconstruction de la colonisation française, c'est-à-dire l'affaiblissement du pouvoir colonial français. C'est ça mon objectif, et je pense que c'est là où je peux être le plus efficace possible. Ce qui ne veut pas dire que je suis un gentil colonisé. Vous voyez ce que je veux dire ? Et dans le contexte d'une guerre politique, économique, culturelle, d'une culture de domination, je pense qu'une forme de radicalité peut être d'assumer cette position de traîtrise. Et j'ai le sentiment, en tout cas, qu'aujourd'hui en France, dans les diasporas, il y a des gens qui sont pris dans une forme de romantisme politique ou révolutionnaire, qui pensent qu'ils et elles sont les représentants des colonisés, et que ce sont de vrais colonisés complètement victimes du système colonial, etc. Et qui vont du coup parfois performer une forme de radicalité qui en fait ne rencontre jamais les réels intérêts des colonisés, et en même temps évite de regarder en face notre propre position de privilège. Et c'est pour ça que moi, la radicalité que je choisis, c'est cette radicalité de la position de traître. Et on y reviendra dans d'autres vidéos si vous voulez, parce que c'est un mot fort que j'utilise, et c'est simplement pour vous faire réfléchir, pour moi-même me faire réfléchir et me dire, traître c'est dur parce que moralement c'est insoutenable. Et justement, c'est peut-être là qu'il faut creuser, nous ne sommes pas moralement purs. Et je pense que le mécanisme qui fait fonctionner la colonisation, c'est justement un discours et un narratif qui produit des identités figées, pures et très binaires.
les méchants, les gentils. Et pour détruire ce narratif, et donc ou pour fragiliser la colonisation, je pense qu'il est nécessaire de réintroduire une spectralité des positions, surtout sur le plan moral. C'est ce qui va permettre pour nous, les antiracistes, les décoloniaux, de l'intérieur, de pouvoir assumer notre position de traîtrise, mais l'utiliser pour un but politique qui vise à la libération de ceux qui subissent et qui n'ont pas cette possibilité d'être dans la métropole. Et ça va permettre aussi aux personnes qui ont le statut de colon de s'autoriser à travailler contre le pouvoir colonial. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Comme je l'ai déjà dit dans cette vidéo, là je me suis réveillé le matin, j'ai réfléchi à ça, je vous le partage. Je peux totalement changer d'avis. Justement, votre rôle dans les commentaires, c'est de me donner des contre-arguments, de me dire « Ah, je suis d'accord sur ça, mais pas sur ça ». Et bien sûr, je pourrais faire d'autres vidéos où j'évolue un petit peu sur ma pensée. L'idée, c'est pas de vous dire que j'ai raison et que mon raisonnement est figé, mais c'est d'ouvrir les pistes qui me traversent actuellement au moment où je réfléchis sur ces histoires et où je vois des vidéos qui sortent sur le remplacisme, sur les remplaçants, sur cette colonisation. Et je me dis, c'est nécessaire pour quelqu'un qui travaille sur la colonisation d'en parler un petit peu et de réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Retrouvez-moi donc sur la chaîne Someboy. J'ai décidé de réutiliser cette chaîne, même si vous pouvez continuer à suivre mes activités sur Histoire Crépue, où je donne plutôt des faits factuels. Ici, je donne plutôt mon avis. Si ça vous intéresse, vous me dites. Merci l'équipe, et à très vite.